Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à WhatsApp Caribbean. Ce soir, nous allons parler de sexe. Yep, vous avez bien entendu, on va parler de sexe. Et on va parler des problèmes, des dysfonctions sexuelles, de toutes sortes de problèmes rencontrés par les hommes et les femmes, et surtout, quelles sont les solutions à ces problèmes. Vous savez qu'il y a de nouvelles techniques tout à fait modernes pour traiter les problèmes sexuels. Nous avons des techniques pour régénérer les organes sexuels. Et qui d'autre que le docteur Angelo Gus pour nous amener ces informations. Docteur Angelo Gus, si vous êtes haïtien, vous le connaissez très certainement. Docteur Angelo Gus est une sommité dans le monde médical aux États-Unis. Et il est très bien placé pour nous parler de tous ces problèmes-là parce qu'il est également sexologue et spécialiste en urologie. Donc, il n'y a pas un sujet qu'on ne peut pas aborder avec lui dès qu'il s'agit d'organes sexuels. Donc, je vais essayer de lui poser de bonnes questions. Mais aussi, nous devons parler de lui, parce qu'il vient de recevoir une distinction à la Nouvelle-Orléans. Je pense que c'est important de parler de lui, bien que le docteur Gus préfère en général parler de médecine que de parler de lui-même. Mais nous allons quand même essayer d'apprendre 2 ou 3 trucs à son sujet. Donc, j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Nous saluons tous nos amis qui regardent Island TV dans les îles. Nous saluons aussi notre public sur NBC Cozy. Et nous vous disons à tout à l'heure, après le message de nos commanditaires. Mesdames et messieurs, comme annoncé en début d'émission, notre invité aujourd'hui est le docteur Angelo Gus, qui finalement nous rejoint pour une émission. Alors, docteur Gus n'aime pas vraiment qu'on parle de lui, mais moi, j'ai l'intention de lui poser des questions sur sa carrière avant de parler de certaines maladies. Docteur Gus, bonsoir. Bonsoir, Elisabeth. C'est un plaisir d'être là avec vous. Donc, ce soir, sur Island TV. Ça fait longtemps que j'attends ce moment-là, parce oui, qu'on a donc plusieurs réciproque. projets. Oui, c'est réciproque, c'est réciproque. Je suis content, vraiment content d'être ici avec vous. C'est un plaisir. Oui, alors, certainement. Ce soir, nous allons avant parler un peu de toi, docteur Gus, parce que tu as quand même un parcours assez intéressant. Donc, il faut qu'on parle de toi. Et après, nous allons parler de certaines maladies ou de certains problèmes, ou surtout de certaines techniques qui sont nouvelles pour la sexualité masculine et féminine. Est-ce que bien dit? Oui, donc tu as bien dit, oui, c'est voilà. ça. Donc, il y a de nouvelles techniques, de nouveaux espoirs pour les hommes et les femmes. Oui. Et c'est important que nous en parlions. Mais d'abord, nous allons parler de vous, docteur Gus. D'abord, tu as étudié ici aux États-Unis. Oui, j'ai fait toutes mes études universitaires aux États-Unis d'Amérique et mes études médicales aux États-Unis d'Amérique aussi. Mais ce n'était pas en Floride? Non, non, non. J'ai étudié la médecine à Yale University, qui est à New Haven, Connecticut. OK, wow. Yeah. OK. Yes. Mais c'est formidable que tu as gardé ton français après toutes tes études ici. Hein? Ah bon, oui. Donc, peut-être je suis un peu chanceux avec les langues, là. Donc, j'ai laissé Haïti à l'âge de 17 ans. Donc, j'ai fait mes études secondaires en Haïti, vraiment, en partie. Mais j'ai essayé de faire de mon mieux afin que je puisse garder le français parce que, bon, il y a des francophones quand même qui vivent en Floride. C'est ça. Il y en a beaucoup que nous saluons d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, oui. Salut tout le monde, les francophones, le monde francophone, oui. Et je dois vous dire aussi que le Dr Gus était le délégué de l'Amérique à l'Association française, en France évidemment. Donc il avait représenté l'Amérique pour les Français. Comment s'appelle cette association, l'AFU? Oui, l'AFU, Association française d'urologie. J'étais le représentant des États-Unis d'Amérique à proprement parler. Donc, l'Association des urologues américains vraiment avait envoyé un représentant pour représenter le pays. Donc, j'étais le conférencier spécial à l'occasion du centenaire de l'AFU. C'était assez intéressant parce qu'il
ils ne savaient pas que je parlais le français, donc ils s'attendaient que je fasse la présentation vraiment en anglais, mais ils étaient émus de voir que j'ai fait en français pour eux, donc c'était génial de faire. Est-ce qu'ils savaient que tu venais d'Haïti quand même? Oui, ils l'ont su le jour même de la conférence, parce qu'ils n'étaient pas au courant que j'étais francophone, donc j'avais laissé comme une surprise pour eux. J'imagine, ça a été une belle surprise. Oui, oui. Alors, Dr Gous, récemment aussi, il y a quelques semaines, tu as reçu aussi un titre... Enfin, un très beau titre de l'Association des urologues américains. Je pense que tu es membre d'honneur de l'Association des urologues et ça s'est passé à la Nouvelle-Orléans? Oui, c'est passé parce que chaque année, donc, la conférence se tient dans une ville aux États-Unis. Donc, cette année-là, c'était à New Orleans. Donc, sur 13 000 urologues américains, donc, chaque année, donc, ils se font le devoir d'admettre 3 sur 13 000 urologues qu'ils pensent avaient laissé des traces importantes dans la branche d'urologie. Donc, pour avoir ces genres d'honneurs-là, cela revient à des recherches médicales et l'enseignement de l'urologie et des années de service aussi à l'Association d'urologie américaine. C'est-à-dire que ce sont les 3 composants importants. Et ce qu'ils ont dit, l'une des raisons qui les avait attirés vraiment afin que je puisse avoir ce prix, c'était mon apport global sur la philanthropie globale aussi et l'enseignement global, non seulement dans les régions de la Caraïbe, mais en Europe et en Amérique du Sud aussi. Ah, ben ça, c'est un aspect très intéressant. Il y a un aspect chez toi que je trouve vraiment particulièrement intéressant, c'est ce vouloir de toujours apprendre aux gens. Et ça, ce n'est pas donné à tous les médecins. C'est une qualité rare. Tu sais, c'est autrefois, les médecins qu'on avait en Haïti, autrefois, les bons médecins de famille qui avaient une conscience, qui avaient la vocation de la médecine. Ce sont eux qui s'acharnaient à essayer de nous expliquer ce que nous avions, de nous former dans le domaine de la médecine. Et c'est très rare de nos jours d'avoir des médecins comme toi parce que nous avons plusieurs robots. Nous avons des médecins, c'est viens là, payer, soit gagner, mais pour remettre ça, aller. Mais toi, tu prends ton temps pour expliquer aux gens ce qu'ils ont et surtout les éduquer. Avec ton show également que tu avais pendant si longtemps sur Alain TV. On espère le revoir bientôt. Oui, bien sûr, oui, j'y pense à revenir vraiment sérieusement. Parce que, bon, je vois de changements extrêmement impressionnants ici, donc j'aimerais revenir. Ça, et Alain TV, bon, je me sens chez moi, là. Parce que j'avais un show sur Alain TV pendant des années, donc... C'est justement ça. Et retourner sur Alain TV, bon, ça me va droit au cœur. Tu as vu les changements, hein? Ah oui, oui. Nous sommes la seule télévision haïtienne avec un background comme ça. Alors, Dr Gous, tu es une sommité aux États-Unis dans le domaine de l'urologie. Et tu ne t'arrêtes pas seulement à l'urologie, mais tu as un côté aussi, pour parler de sexologie, tu as une formation en sexologie également. Oui, absolument, parce que ce qui arrive, c'est que une partie de l'urologie s'en occupe de la sexualité chez les hommes et chez les femmes. Donc, c'est-à-dire qu'à proprement parler, ce n'est pas une discipline différente, mais la discipline de la sexologie chez les hommes et chez les femmes rentre dans le domaine de l'urologie. OK. Donc, dans ce cas-là, oui, c'est ça. Mais donc, tous les urologues s'occupent de sexologie? Oui, tous les urologues s'occupent de la sexologie, surtout chez les hommes. Pas nécessairement chez les femmes, mais peut-être vous ne le savez pas, j'ai fait des études approfondies à ce qu'on appelle les fellowships à l'University of California à Los Angeles, que j'ai étudié ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai une formation spéciale pour m'en occuper des problèmes urologiques qui ont à voir avec la femme. Alors, j'ai envie de me jeter dans le sujet tout d'un coup, mais nous avons tant d'autres choses à dire. Mais je voudrais quand même savoir, même si nous ne restons pas trop longtemps sur le sujet, Absolument. Quels sont les premiers problèmes sexuels de la femme? Bon, les premiers problèmes sexuels chez la femme, je dirais, c'est un problème de libido. Libido, c'est-à-dire que désir sexuel chez la femme. Ça, c'est un problème extrêmement important. Parce que si on n'a pas de libido, donc on ne peut pas commencer. Là. On commence toujours... Les femmes ont un problème de libido en général ou à partir d'un certain âge? À partir d'un certain âge, ça arrive. Donc, nous parlons, donc j'espère qu'on parlait de dysfonction sexuelle chez les femmes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce problème. Ce n'est pas tout le monde. Lorsque tout marche, donc il n'y a pas de problème. Ce n'est pas nécessaire de voir un médecin si tout fonctionne normalement, bien entendu. C'est pour toutes les maladies.
Donc, on parle de maladie, on parle de traitement lorsqu'il y a quelque chose d'abnormal. C'est ça. Et il y a un traitement pour une baisse de libido, parce qu'en fait, si moi j'aurais tendance à dire, dans mon amateurisme, que si une femme a un problème de libido, c'est parce que peut-être n'est qu'elle n'a pas d'angoule. Ou bien il perd du feeling, votre nègre là qui a vu une main grosse, et nègre là la travail, il passe tout ça. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'on a toujours cette impression. C'est un manque de piment peut-être. Non, 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 ce n'est pas nécessairement ça, parce que c'est quelque chose de biologique. Ah, c'est biologique. Il y a une explication. Il y a une explication biologique qui peut engendrer ce problème-là, et on peut corriger avec des traitements, quoi. Donc, c'est quoi le problème biologique? Ça vient, enfin, je ne sais pas si... Si cela t'intéresse, on peut commencer, là. On va pas trop rester, parce qu'il faut parler des hommes, surtout, aussi. Non, oui, donc, chez les femmes, les changements au point de vue hormonal sont extrêmement importants. Ah, donc c'est à l'époque de la ménopause. Après la ménopause, donc, il y a une baisse au niveau de l'estrogène, qui est un élément extrêmement important, biologique, qui a à voir avec le désir sexuel. OK. Donc, mais si jamais, est-ce que une femme qui est très satisfaite de son conjoint, etc., est-ce que même avec une baisse d'estrogène qui vient naturellement avec l'âge, il peut y avoir compensation et garder une libido haute si la femme est très heureuse? Non, même si psychologiquement la femme trouve le partenaire attirant, par exemple, donc en dépit de l'attirance physique, il va y avoir toujours manque de libido parce que les fantasmes vont manquer. Donc ça, c'est bien établi. Hein? Donc c'est quelque chose, c'est une maladie. Des fois, la personne, cela l'ennuie parce que la femme aimerait avoir une libido normale. Mais en dépit de l'envie d'avoir des fantasmes, de désirs sexuels, c'est pas possible. Wow! Ah ben là, c'est vraiment intéressant. J'ai tellement de sujets chaque fois que je rencontre Dr. Gus qu'on pourrait parler sans arrêt. Et la preuve en est que lorsqu'on restaure le niveau d'estrogène, par exemple, la personne reprend le libido normal. Mais est-ce que c'est pas dangereux aussi de donner des œstrogènes aux femmes, d'après ce que j'ai entendu? Il y a des controverses, dans ce domaine-là. Mais si on le fait sur la surveillance d'un médecin compétent, je pense que ce n'est pas une imprudence grave de le faire ainsi. Parce qu'on dit qu'il y a des risques de cancer. Oui, on le dit, des risques de cancer des seins, au niveau des matrices, des choses de ce genre. Mais en réalité, lorsqu'on analyse les informations scientifiques, ce n'est pas à un niveau. C'est plus alarmant parce que le média vraiment a fait un travail extraordinaire pour décourager les gens contre l'hormone. Moi, je pense que c'est dommage. Donc, de même façon, chez les hommes, il y a des hommes qui pensent que pour prendre le testostérone, il y a un danger. Il y a un danger exceptionnel, mais en réalité, le danger est très minime. Ah bon? Et les faits avec des déficiences au point de vue hormonal sont beaucoup plus importants que, je dirais, les effets secondaires. Mais des gens qui ne sont pas trop avertis, et des fois, malheureusement, des professionnels de santé qui ne sont pas très avertis, ils exagèrent, je dirais, à mon avis, les conséquences secondaires, les conséquences néfastes, je dirais, des traitements au point de vue hormonal, non seulement chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Parce que j'ai entendu plusieurs fois que des hommes ont été hospitalisés parce qu'ils avaient pris un taux trop élevé de testostérone. Alors, tout ce qu'on voit à la télé maintenant, comme tu parles des médias, et des hommes qui mettent de la testostérone sous les aisselles, il y a toutes sortes de techniques, il y en a qui prennent des piqûres, on dit que les piqûres sont dangereuses. Donc, tout ça, tu penses que ce sont des cas... Ce sont des cas isolés. Ce sont des cas isolés et ce sont des fois aussi des patients qui prennent des choses là sur l'Internet ou bien qui ne sont pas supervisés par des médecins ou bien néanmoins qui ne sont pas supervisés par des médecins compétents qui s'y connaissent. C'est-à-dire que moi, j'ai de nombreux patients et des patientes aussi qui sont remplacés, qui subissent des interventions ou bien des traitements au point de vue hormonal pour aider leur dysfonction. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment un taux élevé d'effets secondaires. Il faut faire une surveillance. Cela doit se faire
sous la surveillance d'un professionnel de santé compétent. Absolument. Donc, c'est déconseillé de prendre sur Internet ou bien de se faire procurer des hormones, des choses de ce genre. Ça, c'est très dangereux, absolument, parce qu'il faut faire des analyses au point de vue des analyses au niveau sanguin et il faut faire des examens physiques pour s'assurer que les effets secondaires ne sont pas là. Ne sont pas, voilà. Oui, ne se manifestent pas. Donc, oui. Alors, on parle souvent de la ménopause de la femme, qui est un sujet qui est toujours d'actualité, mais très souvent, on néglige de parler de l'andropause. Les hommes ont l'andropause aussi, de même qu'il y a une baisse d'estrogène, il y a une baisse de testostérone aussi chez les hommes. Oui. Et l'andropause est comme un sujet tabou. Est-ce que c'est parce que la plupart des urologues, ce sont des hommes, ils ne peuvent pas la sortir, ils ne peuvent pas parler de andropause? Mais l'andropause est aussi très importante, parce que le garçon, il ne vient pas avec même puissance sexuelle, il ne peut pas facilement entrer en érection dans certains cas. Et là aussi, j'aimerais qu'on parle de l'andropause chez les hommes, parce que je pense que c'est un sujet qui n'est pas connu. Oui, bon, absolument. Tu as raison, Elisabeth, de le dire ainsi. L'andropause est un problème extrêmement important dans la médecine, non seulement en urologie, à la médecine en général. Parce que la majorité des hommes, après l'âge de 40, 50 ans, commencent à avoir des dysfonctions. Oui, oui, on voit ça à partir de l'âge de 40, mais cela se manifeste d'une façon assez grave à l'âge de 70 ans, à la fin de l'âge de 60 ans. Et laisse-moi te dire quelque chose. Il y a de nombreux hommes qui ont été déprivés de l'hormone testostérone à cause qu'ils étaient concernés par le cancer de la prostate. Wow, Dr Gous, nous sommes obligés d'observer une pause publicitaire. Nous te revenons dans quelques minutes. Ok, d'accord. Téléspectateurs de WhatsApp Caribbean, je vous rappelle que notre invité ce soir est le docteur Angelo Gous et nous avons des sujets super intéressants. Juste avant la pause publicitaire, nous avions commencé à parler de l'andropause. Ce n'est pas femme seulement qui est arrivée à un certain âge de rentrer dans la ménopause, les hommes aussi. Et docteur Gous, je t'ai entendu dire quelque chose d'assez effrayant. Dès l'âge de 40 ans, l'homme commence à avoir des dysfonctions sexuelles? Oui, certains hommes, oui, bien sûr, les hommes commencent à avoir des dysfonctions sexuelles à partir de l'âge de 40 ans. Donc ça, c'est déjà établi. Et on dit, au point de vue statistique, en dépit du fait que ce ne sont pas des dysfonctions sexuelles, donc je dirais importantes, mais 30% des hommes sont affectés à partir de l'âge, dans leur quarantaine. Hein. 30%? Oui, ils pensent, grosso modo, oui, c'est ça, 30%. Et à l'âge de 40 ans, 50 ans, donc on parle de 30-40%. Donc à l'âge de 70 ans, on estime à peu près 60% des hommes sont affectés à l'âge de 70 ans. Wow. Donc c'est-à-dire que c'est un nombre important, c'est un problème colossal, la dysfonction érectile chez l'homme. Qu'est-ce qui cause ce problème? Est-ce que c'est l'ordre naturel des choses? Est-ce que c'est normal pour un homme à partir de 40 ans? Moi, je ne m'attendais pas du tout à voir qu'il y ait 30% d'hommes dans la trentaine à avoir des problèmes sexuels. Ça, c'est du sérieux, ça? Ça, c'est rare dans les trentaines, mais ça arrive, mais c'est rare. Mais il faut penser qu'il y a l'aspect anthropologique. Okay. Nous parlons de l'anthropologie parce qu'il faut se rappeler que l'homme, il y a de cela peut-être plus d'une centaine d'années, 200 années, dans les années préhistoriques, n'était pas destiné à vivre pendant 80, pendant 75 ans. Hein. Mm-hmm. Donc, et la fonction principale, c'était la reproduction. Et les hommes ne vivaient pas dans leur soixantaine, 70 ans. C'est ça. Donc, le programme du corps humain, le programme biologique était vraiment pour suspendre la reproduction, donc dans les trentaines et peut-être dans les quarantaines. Et il faut toujours se rappeler, en dépit du fait que la verge de l'homme est quelque chose qui engendre du plaisir physique, quoi. Mais c'est l'organe de reproduction de l'homme. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que cela a trait avec la reproduction. Mais puisque
puisque la reproduction de l'homme vivait près de 30 ans, 40 ans. Mais donc, biologiquement, donc, il y avait déjà une sorte de programmation pour diminuer la fonction sexuelle de l'homme, parce qu'on ne pouvait pas procréer lorsqu'on allait mourir, quoi. C'est ça. Donc maintenant, il y a une prolongation de la vie donc qui est, automatiquement... je dirais, à cause de la médecine moderne, une prolongation de la vie, la survie. Donc maintenant, nous avons une trentaine, quarantaine d'années où on ne reproduit pas, on ne vit pas nécessairement pour la reproduction, mais pour le plaisir sexuel. Avec cette prolongation de la vie, maintenant, l'homme prolonge son plaisir. Mais si nous voulons rester fidèles à la nature, exactement. Il faudrait que nous campions toute activité. Donc il faut, oui, mais nul ne veut le faire. Qui est bien maintenant? Qui est-ce qui t'a voulu faire ça? Maintenant, nous apprenons que la vie sexuelle prolonge la vie naturelle. Ah! Bon, ben là, le sexe est un médicament qui augmente la durée de vie. Ça, c'est prouvé dans tous les pays. Scientifiquement, c'est quoi l'explication? Est-ce que ce sont les hormones il y a de nombreuses explications. Il y a des éléments importants dans le sang, des hormones, mais n'oubliez pas que vraiment que l'acte sexuel est une forme d'exercice physique. C'est ça. Et nous sommes bien imbus que l'exercice physique aide les muscles, aide au point de vue cardiovasculaire. Donc, le problème sexuel chez l'homme, grosso modo, est un problème cardiovasculaire. Parce que le pénis de l'homme, la verge, vraiment, a des corps spongieux qui sont, bon, je dirais même, ce sont des tuyaux sanguins, des vaisseaux sanguins qui sont organisés pour devenir rigides lorsqu'il y a un flux de sang qui va dans l'organe. Donc, c'est-à-dire que toutes les maladies cardiovasculaires, quasiment, vont engendrer des dysfonctions érectiles parce que, lorsqu'on le regarde bien, la dysfonction érectile, l'érection chez l'homme, dépend du flux du sang qui va dans l'organe. Nous observons encore une pause publicitaire, mesdames et messieurs. Nous vous reviendrons dans quelques minutes. Docteur Gous, tu nous disais tout à l'heure que l'acte sexuel est important pour la prolongation de la vie. Oui. Et il y a des téléspectateurs qui n'ont peut-être pas de compagne ou de compagnon. Oui. Est-ce que la masturbation peut remplacer un acte sexuel normal pour prolonger la vie? Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des recherches médicales qui l'ont prouvé vraiment. Mais scientifiquement, je pense que cela va aider. Bon, partiellement peut-être, mais parce que l'aspect physique de l'acte sexuel n'est pas égal lorsqu'on pratique la masturbation. Ce n'est pas la même chose. Et au point de vue émotionnel aussi, donc il paraît qu'il y a d'autres hormones qui se dégagent au niveau du cerveau, au niveau du corps, à cause du contact du couple ensemble, qui apparemment joue un rôle au point de vue d'émotion. L'émotion se trouve au niveau du cerveau et le cerveau a un rôle extrêmement important à jouer pour envoyer des hormones, pour envoyer d'autres produits biologiques dans le sang, vraiment qui peut-être... Nous ne pouvons pas dire exactement quelle en est la cause, mais c'est une observation épidémiologique extrêmement claire. D'accord, mais quand même, c'est un pis-aller pour ceux qui sont seuls, oui. Pour qu'ils ne se sentent pas trop mal ou qu'ils se sentent en danger. Mais certainement, la masturbation, il n'y a rien de néfaste qui sont associés, rien de néfaste vraiment est associé à la masturbation. Oui. Contrairement à ce que on pensait ça il y a peut-être une trentaine d'années. Donc, il n'y a rien de néfaste avec la masturbation pour l'homme ou bien pour la femme. Très bien. Eh bien voilà, nous avons cette réponse-là. Nous allons continuer dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Ne vous déplacez pas.
Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder avec le docteur Gous ce soir concernant la sexualité, les traitements. Et franchement, son effort là m'a fait pour me bagailler parce que en pile point que je me touché. Docteur Gous, qu'est-ce que ça veut dire? J'entends une expression très souvent, enlargement of the prostate. Yeah. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est quelque chose de grave? Est-ce que quelqu'un qui a un élargissement de la prostate, est-ce que ça automatiquement, ça veut dire que il a un cancer, que son bagage qui est grave? Qu'est-ce que c'est? Donc, l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est quelque chose... Hypertrophie? Oui, oui. Enlargement, c'est l'hypertrophie? Oui, oui, hypertrophie bénigne. C'est pour ça que ça devenait plus gros? Oui, oui, justement, ça devient plus gros. Bon, je dirais même que c'est un phénomène naturel. Hein? Donc, tous les hommes, quasi tous les hommes, avec l'âge, il y a une croissance de la prostate chez les hommes. Donc, plus on est grand monde, plus prostate devient gros. Exactement, c'est ça. Ça commence à quel âge? À l'âge magique de 40 ans, trentaine, des fois même. Mais surtout, à partir de l'âge de 40 ans, il y a une croissance. Et la croissance de la prostate elle-même n'est pas quelque chose, je dirais, qui est dangereux. Mais parce que des fois, il y a des prostates de grande taille qui ne donnent pas des troubles au point de vue des troubles urinaires. Et la grosseur de la prostate, la taille de la prostate, n'a rien à voir nécessairement avec le cancer de la prostate. Okay. Il y a des petites prostates, je dirais, qui sont cancéreuses et d'autres de très grandes prostates qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas affectées. Très bien. Donc, et même pour les troubles urinaires, il y a des prostates, cela n'a pas nécessairement à voir avec la grosseur de la prostate. Mais des fois, donc oui, la grosseur de la prostate peut affecter. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement commun. Et il y a des médicaments qui marchent, et lorsque les médicaments par voie orale ne marchent plus, ou bien ne marchent pas, ou bien ont des effets secondaires, dans ce cas-là, il faut faire attrait à des interventions chirurgicales. Et le plus souvent, les interventions chirurgicales sont des interventions fermées, transurétrales. Ce n'est pas des interventions ouvertes, quoi. Oui, c'est ça. Donc, on le fait et ça marche très bien et on traite les hommes. Est-ce que ce genre d'intervention, tu le fais à ta clinique, tout simplement, ou la personne doit aller à l'hôpital? Non, on le fait à l'hôpital. Donc, dans la majorité des cas, il y a de nombreuses techniques, mais la majorité des techniques se font vraiment à l'hôpital. Donc, on ne garde pas les patients à l'hôpital, ils vont chez eux le même jour. Et quelles sont les conséquences d'un homme qui a une prostate qui grossit? Donc, il n'aura pas forcément de problème à l'avenir. C'est-à-dire quelqu'un qui a une prostate qui grossit, il peut avoir toute sa vie normalement et n'avoir aucun problème. Il n'est pas... Absolument, cela peut se passer et des fois, cela peut causer des troubles urinaires aussi. Mais ce que... Comme quoi? C'est-à-dire... Dans les troubles urinaires, des difficultés pour faire pipi, quoi, pour uriner. Donc, il y a une hésitation avant de commencer à uriner. Ensuite, il y a la fréquence urinaire aussi, surtout la nuit. Donc, il se lève la nuit en plusieurs reprises pour faire pipi. Donc, ça arrive. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une incontinence urinaire, des fois aussi par impériosité. Oui. C'est-à-dire qu'on ressent qu'on doit aller faire pipi, on n'a pas le temps d'y arriver à la toilette. Ensuite, l'urine commence à sortir. Donc, un tas de troubles ainsi. Donc, l'incontinence urinaire, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler ces jours-ci, et pour les hommes et pour les femmes. Absolument. Apparemment, pour les femmes, le problème est beaucoup plus facile à résoudre, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et pour les messieurs, est-ce qu'il y a également une solution? Je voyais un grand acteur dernièrement, que j'aime beaucoup, et on parlait de son problème d'incontinence urinaire, qu'il ne sait pas, mais il est toujours en train de couler, si tu permets l'expression. Ah oui. Et sans le savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il ait besoin d'aller à la toilette, mais qu'on voit que son pantalon est toujours mouillé. Oui, c'est ça. La définition de l'incontinence urinaire, c'est lorsque l'urine sort du corps humain sans la conscience, sans la volonté de l'individu. Mais il y a une chirurgie pour ça? Oui, il y a presque toujours une façon de résoudre ce problème d'incontinence urinaire. En effet, c'est ma spécialité, moi. C'est-à-dire que j'ai écrit de nombreux articles sur le sujet, de nombreuses interventions, et j'ai travaillé aussi au point de vue de recherche médicale sur de nombreux médicaments qui peuvent aider les patients qui sont affectés par les troubles d'incontinence urinaire. Donc, ce n'est pas seulement un problème qu'on résout facilement pour les femmes. Les hommes ont également... Il y a toujours, je dirais presque toujours, une solution pour l'incontinence urinaire chez les hommes et chez les femmes.
Voilà. Ce qui est important, il faut aller voir des fois un spécialiste qui s'y connaît. Tu vois? Il y a des spécialistes en incontinence urinaire. Il y a, oui, et je suis l'un d'entre eux. Oui, wow. C'est ma sous-spécialisation vraiment, l'incontinence urinaire et les dysfonctions au point de vue mictionnel. Donc, il y a une spécialité en urologie qui s'en occupe. Et c'est l'une de mes spécialités en dysfonction mictionnelle et en neurourologie. Neurourologie, c'est une intersection entre la neurologie et l'urologie. On l'appelle neurourologie parce que les troubles au niveau du système nerveux peuvent affecter l'incontinence urinaire. La majorité des cas d'incontinence urinaire, donc, on peut les tracer à des troubles au point de vue du système nerveux. Wow! Ah ben là, je ne m'y attendais pas du tout. Oui. Et donc, c'est fascinant d'apprendre tout ça, là, parce oui, il y a un tas de choses à parler. Nous voyons des tas de publicités à la télévision pour les Pampers. Oui. C'est assez effrayant. Oui, c'est un market extravagant. Un homme qui regarde ça, il dit, mon Dieu, que sera l'avenir si on sera obligé de retourner aux couches? Oui, il pense qu'il y a plus de 70 millions de cas d'incontinence urinaire aux États-Unis d'Amérique. C'est ça. Ça, c'est un nombre extraordinaire. Et cela ne doit pas nous étonner parce que lorsqu'on va dans les supermarchés ou bien dans les pharmacies, on voit un tas de Pampers avec différentes formes, différents brand names et tout ça, oui. Waouh, ça c'est effrayant. Ben bon, c'est bon à savoir qu'il y a une technique pour les messieurs. Le docteur Gous vous propose cette technique aussi dans l'une de ses cliniques. Il est partout, le docteur Gous, donc nous pas qu'à dire, pas qu'à joindre. Et compliments encore pour ce super hôpital à West Palm Beach. Ah oui, oui, merci. Le building est vraiment superbe. Et le docteur Gous est également à Miramar et à Aventura. Donc vous pouvez le trouver partout. Oui. Alors maintenant, nous allons parler d'autres problèmes de dysfonction sexuelle chez les hommes et les femmes. Il paraît qu'il y a des techniques formidables. Alors, qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui avec ces nouveautés? Bon, avec ces nouveautés, chez les hommes, je commence avec les hommes. Donc, les traitements sont par voie orale. Par exemple, tout le monde a entendu le nom Viagra, quoi, hein? Ou bien Cialis. Ce sont des médicaments qu'on peut prendre et ces médicaments peuvent dilater les tuyaux sanguins, les vaisseaux sanguins, afin d'alimenter le pénis. Donc, cela durcit le pénis, cela fait grandir le pénis et cela donne ce qu'on appelle une bande. OK, d'accord? Donc, ça, c'est ainsi. Mais il y a des hommes, la dysfonction est si terrible et si avancée que les comprimés ne marchent plus ou bien ne marchent pas. Alors, j'ai vu une de tes présentations dernièrement avec une pompe. Ah oui. Une pompe pour faire bander, quoi. Oui, oui. Et ça m'a paru effrayant. Non, c'est pas effrayant parce que c'est un implant. C'est un implant qu'on met au niveau du pénis et la peau couvre tout et ça paraît complètement naturel. Mais c'est une intervention chirurgicale. De nos jours, nous avons maintenant un autre traitement qui est moins invasif, je dirais. C'est de travailler avec le sang du patient afin de faire un extrait PRP des plaquettes qui est au niveau du sang, platelet rich factor. Donc, pour la croissance, ce sont des facteurs de croissance qu'on peut tirer à partir des plaquettes. Et on prend ce sang et on injecte directement dans le pénis. Et cela, jusqu'à présent, il paraît à des succès formidables. Donc ça, c'est une approche qu'on n'avait pas, bon, je dirais, il y a 5 à 6 ans de cela. Ce n'était pas commun de le faire. Et maintenant, j'ai de nombreux patients qui viennent me trouver afin de se faire traiter par cette modalité. C'est ce qu'on appelle le P-shot? Oui, c'est ce qu'on appelle le P-shot. Et le P-shot, le nom Pi, c'est du dieu, le dieu grec en mythologie grecque qui s'appelle Priapus. Priapus, c'était un dieu de la reproduction par ailleurs, non seulement de la reproduction sexuelle, mais de la reproduction au point de vue alimentaire aussi, hein, ce dieu-là qu'on appelle Priapus, donc c'est le dieu de la reproduction. Donc c'est l'une des raisons qu'on a appelé cette technique le P-shot pour Priapus. Alors j'ai remarqué aussi que dans certaines cliniques qui s'occupent de problèmes esthétiques, ou plutôt de solutions esthétiques, on donne ce P-shot. Est-ce que tu penses qu'il est important pour ce P-shot d'aller chez un spécialiste, un urologue, ou n'importe qui peut le faire, pourvu que vous ayez tout ce qu'il faut, le matériel? Bon, oui, donc le P-shot, à vous dire vrai, est quelque chose de très spécifique. Il y a un trademark. Le pratiquant doit
être membre du Cellular Medicine Association, CMA. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une préparation spéciale. C'est-à-dire qu'il y a une formation spéciale pour cela. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas, je ne peux pas dire que tous les pratiquants ont ce certificat. Il y a une certification qu'on doit avoir par le Cellular Medicine Association afin qu'on puisse donner le P-Shot. OK, intéressant. Donc, mais si quelqu'un veut le faire ou bien on dit qu'il le fasse, bon, je ne sais pas moi. Mais, à mon avis, c'est un spécialiste qui s'y connaît, qui a subi la formation spéciale pour le faire. Et tu dis que également ça marche, ce même genre de traitement, le PRP, ça marche pour les femmes aussi? Absolument. Mais pourquoi les femmes en auraient besoin? Parce que ça ne résout pas le problème de libido. Ça ne peut pas résoudre le problème de libido, ça c'est vrai, mais les femmes ont 4 aspects sexuels qui peuvent être affectés. Premièrement, l'aspect de libido. OK. L'autre, c'est l'aspect d'orgasme. L'orgasme, la sensation exceptionnelle, donc qui engendre, je dirais, le désir d'avoir d'autres relations sexuelles parce que la femme se sent très bien durant l'orgasme. Ensuite, il y a aussi la lubrification vaginale qui est extrêmement importante parce qu'après ménopause, donc la lubrification devient déficiente. Okay. Donc, il y a une sécheresse au niveau des parois vaginales. Donc, et le PRP, ce qu'on appelle le O-Shot parce que cela engendre l'orgasme, donc on l'appelle le O-Shot. Et cette injection-là peut revitaliser, je dirais même, les parois vaginales chez les femmes pour augmenter la lubrification et diminuer les douleurs durant, l'acte sexuel. Parce que l'une des raisons des fois que les femmes ne sont plus intéressées au sexe vaginal par exemple, c'est parce qu'ils ont des douleurs durant la pénétration ou durant les relations sexuelles, parce qu'il y a une déficience hormonale au niveau des parois, donc qui engendre des blessures, des brûlures. Donc cela, si on ne se sent pas bien, cela n'engendre pas le plaisir, on ne va pas avoir de l'orgasme. Absolument. Donc il y a une association entre manque de douleur, de plaisir, la lubrification engendre aussi moins de friction désagréable à cause de la lubrification et cela engendre l'orgasme. Mais on parle souvent de, comment ça s'appelle, de vaginal rejuvenation. Donc, je pensais que c'était ça le traitement formidable pour la femme. Ce serait quoi la comparaison entre ces deux traitements-là? Ce serait quoi la solution, le meilleur moyen pour une femme? Bon, laisse-moi expliquer quelque chose un peu, si tu me permets, pendant quelques minutes. Vas-y. OK, la femme, l'organe génital de la femme a un organe qui est analogue au pénis de l'homme. C'est le clitoris. Le clitoris, anatomiquement, est presque identique au pénis de l'homme. Il y a un gland, il y a le corps du clitoris, et s'il y a une déficience vasculaire au niveau du clitoris, et cela va diminuer l'orgasme chez la femme. Et le PRP peut augmenter la croissance des tuyaux sanguins des nerfs et augmente la possibilité orgasmique chez la femme. Ça, c'est la première chose. La vaginal rejuvenation, le plus souvent, a à voir avec une sorte de diminution du calibre. Parce que tu sais, lorsqu'on a de gros bébés qui sortent avec leur grosse tête là, dans le vagin, donc cela va déformer des fois ce qu'on appelle le plancher pelvien. Des fois? Des fois, pas toujours, parce qu'il y a des... Ça dépend des tissus. Ça dépend des tissus, exactement de l'anatomie, et propre à la femme. Mais il y a des femmes vraiment qui sont réellement déformées après un accouchement vaginal, quoi. Oui. Et donc, à ce moment, donc, ce seraient deux traitements qui ont des similarités, mais qui ne sont pour pas des identiques. causes différentes. Exactement, exactement. On peut réduire le calibre, je dirais, vaginal et serrer le vagin un peu, et cela augmente la friction vaginale. Ah, d'accord. Et c'est une intervention, par ailleurs, que je fais aussi. Wow! Oui, parce que je suis urologue du plancher pelvien. J'ai 2 boards. Je suis board en urologie et board en female pelvic medicine. Extraordinaire. Ben, nous allons continuer la conversation, mesdames et messieurs, dans quelques minutes.
Mesdames et messieurs, malheureusement, notre émission touche à sa fin. Il nous reste quelques minutes à passer en compagnie du Dr Gous et je ne voudrais pas les gaspiller. Alors, nous avons quelqu'un à LNTV qui voudrait des explications concernant les injections sur le pénis. Est-ce que ça fait mal? Et moi, je pose la question également pour une femme. Est-ce que ce P-shot, O-shot, do they hurt? Est-ce que ça fait mal? Oui, donc, durant l'intervention, je dirais, si je peux l'appeler ainsi, donc il n'y a vraiment pas de douleur parce qu'il y a une crème qu'on passe avant. Une crème est capable d'anesthésier? Non, non, non. Premièrement, on passe une crème. OK. Ensuite, après la crème, qui est à base de lidocaïne, on peut faire ce qu'on appelle un bloc. Un bloc, c'est-à-dire que lorsqu'on a des interventions dentaires, donc ils peuvent anesthésier les dents. De la même façon, on peut faire une anesthésie au niveau du pénis et au niveau du clitoris et les parois vaginales et ensuite faire l'injection. Donc, c'est ainsi que... Donc, c'est une injection qui se fait pour les femmes sur le clitoris, dans le clitoris? Dans le clitoris. Et pour les hommes, sur le gland? Sur le pénis. Donc, sur le gland et le corps du pénis, oui, c'est ça. Alors, c'est 2 piqûres? Oui, mais on fait un bloc avant, donc on fait une anesthésie. Donc, les patients ne ressentent pas, ne savent même pas lorsqu'on fait les injections. Wow! Eh bien, voilà. Donc, c'est ainsi. Donc, il n'y a pas vraiment trop de douleur durant les interventions, durant les injections. Mais uniquement, il y a un traitement chez l'homme où on fait des injections. L'homme le fait lui-même avant une relation sexuelle. Donc, il faut injecter des substances qui causent une dilatation des tuyaux sanguins. Cela s'appelle, par exemple, le trimix. OK. Donc, ça, c'est un peu plus douloureux. Donc, parce que durant chaque relation sexuelle, l'homme le fait. Mais les P-shots, les O-shots, par exemple, on fait une injection peut-être chaque 2 ans, peut-être. Ça dure 2 ans? Oh oui, 1 an et demi. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent. C'est incroyable. Parce que c'est une réjuvénation des tissus. Donc c'est pour ça que ça marche aussi pour les cheveux, les gens qui perdent leurs cheveux. Exactement, parce que ça attire des cellules de croissance. Les cellules qui ont une propriété pour guérir, pour rétablir les tuyaux sanguins, les nerfs, les muscles, etc. Donc, parce qu'il y a des cellules que les plaquettes attirent. Et ce sont ces cellules-là qui engendrent la régénération des tissus. Alors, j'aimerais, Dr Gous, que nous revenions bientôt sur le sujet avec des photos à l'appui. Je pense que c'est très important d'essayer de comprendre le PRP, parce que c'est la grande mode maintenant, tout le monde en parle. Allez, mais avant de laisser le sujet, ou avant de terminer cette émission, quel est le message pour nos téléspectateurs qui ont des problèmes sexuels? Est-ce qu'il y a une solution à tous les problèmes sexuels? Je dirais presque dans tous les problèmes sexuels, il y a une solution, chez les hommes et chez les femmes. Et il ne faut jamais oublier les troubles sexuels chez les femmes, parce qu'on parle le plus souvent des troubles sexuels chez les hommes, mais il ne faut pas oublier les femmes qui, par ailleurs, sont plus affectées. Et il y a une solution pour tous les problèmes, heureusement, jusqu'à présent. Mais quels sont les autres problèmes, à part la baisse de libido? Il y en a d'autres? Oui, chez les femmes. Oui, les problèmes de douleur. Ah, d'accord. Et les problèmes d'orgasme. C'est un grand problème, le problème d'orgasme. Parce qu'il y a des filles, des femmes qui n'ont jamais une sensation de satisfaction extraordinaire. Donc, ils font le sexe, mais ils n'ont rien vraiment à gagner d'extraordinaire. Mais pourquoi le font? Enfin bon. Oui, ça, c'est là le problème. Ça, c'est là le problème. Et justement, ça arrive. Wow. Donc, tout ça, c'est vraiment passionnant comme sujet, Dr Gous. Oui. Et j'ai vraiment adoré ce moment-là que nous avons. Ah oui, et moi aussi, c'était génial. Et j'espère que très bientôt, nous aurons cette émission sur le PRP pour comprendre scientifiquement la signification du PRP, comment ça fonctionne. Il est temps que nous comprenions bien ce phénomène. C'est le plasma riche en plaquettes. Le plasma riche en plaquettes. Voilà. Oui, ça en français, là. Eh bien, très bientôt, on y revient avec toutes sortes d'explications. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos téléspectateurs? Donc, il y a toujours des solutions pour des troubles qui affectent la qualité de la vie, pour l'incontinence urinaire et pour les troubles sexuels chez les hommes et chez les femmes. Un grand merci, Dr Gous, et à très bientôt. Mesdames et messieurs, notre prochain rendez-vous est fixé à la semaine prochaine, même heure.